Salut les amis, on vient d'assister à un meeting de fou avec 2 records du monde. On va en parler avec Stéphane, le meeting Diamond League de Eugene aux États-Unis. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. C'était la 9e étape des 15 de la Diamond League. Ça s'est passé à Eugene, dans l'Oregon, dans une ville dédiée à l'athlétisme. C'était exceptionnel. On s'est vraiment régalé. Au début, c'est pas parti comme on l'espérait, mais franchement, ça a super bien fini. Vous allez le voir avec des records du monde, un record de France exceptionnel dans un stade mythique, historique de Eugene. Pas mal de spectateurs, franchement, une super ambiance comme on peut voir dans les stades de la Diamond League depuis quelques éditions. Cette Diamond League, pour moi, elle était assez spéciale parce qu'on attendait beaucoup sur les épreuves de sprint, beaucoup sur les épreuves de demi-fond aussi. Franchement, on n'a pas été déçus. Avec un soleil qui était forcément présent, avec du vent qui était un peu tournant, ça aussi c'est l'info à retenir sur les épreuves de sprint. Dans quelques semaines, il y aura les trials, les sélections américaines pour les championnats du monde de Tokyo sur ce même stade. Et franchement, les Américains, ils sont plus que prêts à faire des grosses performances. Ouais Stéphane, c'était vraiment une belle épreuve, c'était en journée, c'était un petit peu particulier parce que pour plaire au public européen, les Américains ont fait la compétition en journée pour que nous, on puisse la voir en prime time et entre 22 heures et minuit avoir de l'athlétisme. Donc ça, c'était un petit peu particulier, mais on va directement rentrer un peu dans le vif du sujet. Faith Kipyegon sur le 1500 mètres, on l'avait laissé après le Breaking Four et pendant même le Breaking Four un petit peu timorée, un petit peu, elle savait pas trop ce qu'elle faisait là à Paris, Charletti. Elle était avec une pression folle et là on l'a retrouvée au départ de ce 1500 mètres de la Diamond League de Eugene, très souriante, très relax, très relâchée, et ça faisait plaisir à voir. C'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu son visage. Là, on sent qu'elle a pas tout le poids sur ses épaules et qu'elle va pouvoir s'exprimer. Et ça a pas manqué. Elle fait un excellent record du monde en 3:48,68, alors que son record du monde précédent était de 3:49,04. Donc elle l'améliore de quelques dixièmes. Mais on le sait, hein, c'est de plus en plus dur. Donc Faith Kipyegon, 31 ans, c'est une athlète qui a déjà marqué l'histoire du demi-fond aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, dans le monde entier. Et là, vraiment, elle s'est entre guillemets servie du Breaking Four et de son expérience à Charletti pour revenir et être monstrueuse sur ce 1500 mètres de Eugene. Je l'ai trouvé bien mieux que à Paris, à Charletti, sur le Breaking Four. Je l'ai trouvé un peu plus fluide, un peu plus relâché, tu l'as dit, sur son état d'esprit, sur son visage. Un passage en 2,34 au 1000 mètres, un tout petit peu plus lent, même bien plus lent que ce que l'avait proposé avec des lièvres à Charletti, où elle était passée en 2,29. Donc c'est 5 secondes plus lent, et pourtant elle le finit plus vite que sur son 1500 du Breaking Four, alors qu'elle était entourée de lièvres, avec vraiment une piste tout aussi exceptionnelle que Eugene. Ça veut dire qu'elle est capable de battre le record du monde du 1500 et peut-être même du miles dans des conditions tout à fait, j'ai envie de dire, légitimes et légales, en tout cas sur de l'athlétisme comme on peut le concevoir depuis quelques années sur des compétitions. Elle passe en 2,34 et elle finit le dernier 400 mètres en 59 secondes, ce qui est purement exceptionnel. Cette Kenyane-là, elle marque les esprits, tu l'as dit, c'est historique ce qui vient de se passer à Eugene, record du monde et aussi record d'Afrique, évidemment, on l'a vu exploser de joie et ça fait plaisir à voir. Ouais, c'était rafraîchissant après cet échec qu'elle a subi un petit peu à Paris pour le Breaking Four. Et il y a fort à parier que si elle avait continué sur ce 109 mètres, eh ben elle aurait quand même battu aussi à nouveau le record du monde du mile, et cette fois dans des conditions totalement légales. Elle aurait fait 4,05 ou peut-être un petit 4,06, mais elle aurait fait mieux que ce qu'elle a fait à Charletti. Donc ça prouve encore une fois que l'objectif de Charletti de passer sous les 4 minutes était vraiment très, voire trop ambitieux, et que ça lui a coupé les jambes et qu'elle n'avait pas exprimé son plein potentiel à Charletti. Sur une course un peu plus lissée, comme ce qu'elle a fait aujourd'hui sur le 1500 mètres, voilà, elle est capable d'aller faire du 4,04 peut-être sur le mile, ce qui est déjà phénoménal. Stéphane, on va enchaîner avec une autre Kenyane, un autre record du monde, et cette fois c'est sur le 5000 mètres. Et c'est Béatrice Chebet qui, elle, est bien plus jeune que Faith Kipyegon. Elle a 25 ans et elle est devenue la première femme de l'histoire à courir le 5000 mètres sous les 14 minutes.
L'ancien record du monde était détenu par Tsegay, une Éthiopienne qui elle avait fait 14 minutes 00. C'était déjà à Eugene il y a 2 ans. Et là, Chebet, 13 minutes 58. C'est tout simplement incroyable. Elle bat son record personnel qui datait de Rome, je crois, de 5 secondes. Elle avait fait 14,03 à Rome. Donc très très impressionnante, d'autant plus que la lièvre n'a tenu que 5 minutes sur les 14 minutes de course. Euh, Elle a été esselée très rapidement, Chebet. Elle était dans sa foulée, il y avait Tsegay et Chepngetich qui se sont accrochés jusqu'au bout, mais qui n'ont pris aucun relais. C'est-à-dire que Chebet, elle a fait la course en tête de la 5e minute jusqu'à la 14e. Donc c'est vraiment très impressionnant. Elle est très très forte. Et si un jour on lui met une course avec des lièvres qui peuvent l'emmener jusqu'au allez, au moins 3000, je dirais. Elle va faire 13,50, ça va être incroyable. Ouais, clairement, la seule lièvre qui est capable de faire ça dans la team Kenya, ce sera Kipyegon. Donc, il faudrait monter une course pour que Kipyegon puisse liévrer Béatrice Chebet sur des bases stratosphériques. Je pense qu'elle vaut mieux que 13,58. Je pense vraiment qu'elle vaut 13,52, 13,51 et c'est un autre monde encore. Et je pense que c'est pour les prochaines courses. C'est son 3e 5000 mètres de la saison pour la Kenyane de 25 ans. Et elle explose littéralement son record de plus de 5 secondes. Donc ça aussi, faut le noter. Tsegay qui était dans cette course-là, l'Éthiopienne qui avait le record du monde du 5000 a complètement explosé, mais elle explose en 14,03 il me semble. Donc c'est quand même une très très grosse course. Ce qui vient de se passer là avec ces 2 records du monde, on va pas voir ça de sitôt, malgré que ces 2 filles-là ont eu des courses exceptionnelles depuis quelque temps. Je pense qu'il va falloir qu'elles récupèrent un tout petit peu, qu'elles se reconcentrent aussi sur les championnats du monde, et je pense que les prochaines courses seront un tout petit peu moins impressionnantes, mais ça restera quand même du très lourd. À noter quand même que le dernier tour de Béatrice Chebet, c'est 1 minute 01. Et ça, c'est assez fou. Ça veut dire que Kipyegon est capable de finir le 1500 mètres en 59 secondes, le dernier 400 mètres en 59 secondes. Béatrice Chebet, et pour moi, c'est encore plus impressionnant, elle est capable de terminer après 4600 mètres à des allures de fou en 1 minute 06. Tous les 400 mètres, elle est capable de tenir 1,01 sur le dernier 400. C'est fou. Rendez-vous bien compte, 1,01, ce que ça fait après avoir couru 4600 mètres. Ouais, c'est vraiment dingue, franchement. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. La comparaison est quand même folle parce que tu l'as dit, 59 secondes dans le dernier 400 pour Kipyegon, c'est fou. Mais c'est sur un 1500 mètres et sur un 5000 mètres, elle fait 1,01. Franchement, c'est très impressionnant. Moi, il y a quelque chose qui me fait saliver. J'aimerais voir Kipyegon versus Chebet sur un 5000 mètres. Parce qu'on le sait, Kipyegon est la championne olympique en titre à Paris, devant Chebet. Mais je pense que là, la roue tourne est en train de tourner, comme dirait Franck Ribéry. Franchement, Chebet c'est l'avenir du demi-fond, je pense. Elle est déjà très marquée. Elle a déjà couru en moins de 29 minutes le 10 000 mètres. Là, elle fait moins de 14 sur le 5000. Elle est en train de briser des barrières. Elle a seulement 25 ans, donc elle a quand même 6 ans de moins que Kipyegon. Je pense clairement que Béatrice Chebet, c'est l'avenir du demi-fond mondial et du demi-fond éthiopien, Kenyan bien évidemment. Ouais, effectivement, n'oublions pas Ngetich aussi, la deuxième de la course sur 5000 mètres qui fait 14,01, ce qui serait quasiment l'ancien record du monde du 5000. Elle a 1 an de moins que Chebet. Ça veut dire que cette génération kenyane est exceptionnel. Il y a une autre génération aussi, et on veut vous en parler, c'est sur le sprint court, c'est l'opposé en termes de qualité physique, en termes de tactique, de technique, de tout ce qu'on veut. C'est le 100 mètres féminin. Le 100 mètres féminin, on l'attendait avec impatience. On avait pris les paris avec Alex parce qu'il y avait une course qui pouvait être dingue avec des temps qui auraient pu, et que je dis bien aurait pu être bien mieux que ce qu'on va vous dire là, parce que le vent, il a été assez tournant avec un vent négatif de moins 1,5 mètres par seconde, et c'est assez c'est assez beaucoup quand même pour des filles qui peuvent s'exprimer un peu plus sur le 100 mètres. C'est Melissa Jefferson qui gagne, c'est ce que moi j'avais annoncé, devant Gillian Alfred qui finit juste deuxième à 2 centièmes d'écart. Alex va nous décrypter ça, mais juste avant, pour vous dire que ce vent-là, il a été assez intéressant parce que on parle de moins 1,5 mètres par seconde, alors que la course B, qui avait eu lieu presque en pré-meeting du meeting international à Diamond League de Eugene, une course B qui était de niveau national mais international en vrai, c'est gagné par Sears en 10,85, Hobbs 10,90 avec un vent plus 0,7.
Ouais, plus 1,7 1,7. en série, moi en série sur la course B, et là moins 1,5. Franchement, je suis dégoûté qu'ils aient pas fait courir Jefferson et Julian Alfred dans la course B, parce que avec plus 1,7, honnêtement, on peut presque raboter, allez, sans trop me mouiller, presque 20 centièmes. Si on inverse les deux vents, au lieu d'avoir moins 1,5, on leur met plus 1,7, franchement, on enlève 20 centièmes, et ça fait des chronos en 10,55, 10,60, ce qui serait du jamais vu. Deux filles sur les 10,60, c'est du jamais vu. Alors là, on extrapole, hein, là, on invente un petit peu, mais franchement, on est vraiment très frustré de cette course, parce que les perfs sont folles. 10,75, 10,77, ce sont des perfs qui sont très très bonnes. Mais avec moins 1,5, franchement, c'est du quasi jamais vu, hein. C'est incroyable. Et alors, pour revenir sur cette course, Jefferson, elle sort des starts comme une bombe. Vraiment, on s'est dit, waouh, elle part, c'est fort, n'importe quoi. Par contre, Julian Alfred, dans la transition, elle est exceptionnelle. Elle remonte sur Jefferson. On se dit, bon, ça y est, Julian Alfred, c'est la championne olympique, c'est la taulière, elle va la déposer. Et non, au final, elles sont côte à côte, et Jefferson finit un peu mieux. Vraiment, elle tient le coup, elle résiste bien, elle ne se désunit pas, elle garde les genoux bien fixés, elle ne panique pas. Et là où Julian Alfred, je pense, est un petit peu frustré de pas la dépasser, et elle fait des petites fautes dans les 10-15 derniers mètres qui font que Jefferson gagne avec 2 centièmes d'avance, 10,75, 10,75 contre 10,77. Et franchement, moi, je l'avais pas vu venir. Je pensais clairement que Julian Alfred allait être au moins au niveau de Jefferson. Et moi, j'avais annoncé Tina Clayton, la Jamaïcaine, mais non, elle a un petit peu floppé là. C'est Marie-Josée Talou qui finit troisième en 10,90 avec moins 1,5. C'est impressionnante pour la vétérante ivoirienne. Donc vraiment un gros 100 mètres, mais un peu de frustration, Stéphane, à cause du vent de face. Ouais, frustration parce que 10,75, 10,77, tu l'as dit, c'est très fort. Tina Clayton a fait 10,81 la semaine dernière avec un vent positif. Aujourd'hui, elle court à 11,02. 11,02 contre 10,81. Si on enlève ces 2 dixièmes d'écart sur cette même athlète, franchement, Melissa Jefferson, elle est censée faire 10,55 ou 10,58. Et là, on change un peu de statut, d'atmosphère, et le sprint va vraiment être en ébullition entre ces deux filles-là. Je vois pas d'autres filles, franchement, rivaliser avec Melissa Jefferson, l'américaine, et Julian Alfred de Sainte-Luce. On a annoncé aussi le retour de Sha'Carri Richardson, la championne du monde à Budapest de 2023 et vice-championne olympique l'année dernière aux Jeux Olympiques à Paris. Encore un peu de déception pour elle. 11 secondes 19 en ralentissant complètement. Elle aurait pu finir à 11,09, 11,05. Elle revient. Elle peut passer sous les 11 secondes d'ici les prochaines courses, mais je la vois mal rivaliser avec Melissa Jefferson ou Julian Alfred parce qu'à mon avis, le gap est beaucoup plus important que sur les années précédentes. Stéphane, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'on va retrouver le 100 mètres féminin du côté de Monaco à la prochaine Diamond League le 11 juillet, et il y aura à nouveau Julian Alfred avec Tina Clayton. Il n'y a pas encore Melissa Jefferson dans la start list, mais j'espère qu'ils nous le gardent en petite surprise. Mais quoi qu'il arrive, on devrait revoir Julian Alfred à Monaco très prochainement, et on espère dans de bonnes conditions, et peut-être des chronos qui vont s'affoler sur le sprint féminin. On va enchaîner un petit peu, on va parler des Français quand même, parce qu'il y avait quelques Français dans cette Diamond League. Il y avait 3 Français alignés dans les épreuves de Diamond League. Le premier dont on va vous parler, c'est Asdin Abs. Asdin Abs, record de France du mile. On avait annoncé une tentative de record du monde pour Nuguz, et on imaginait que Abs allait tenter de le suivre. C'est exactement ce qui s'est passé. Nuguz, il est parti dans la foulée du lièvre sur les bases de 3,43 pour battre le record du monde de Hicham El Guerrouj, 3,43,13. Et voilà, Asdin Abs, il a un peu lâché au début de course. Il y avait un écart qui s'est créé avec Nuguz et le lièvre. Il a fait l'effort pour recoller à Nuguz. Il est revenu dans les pas de Nuguz qui était parti sur des bases très impressionnantes. Donc là, ça a dû lui coûter pas mal d'énergie à Asdin Abs. Et du coup, il le paye un petit peu, je pense, dans la dernière ligne droite où il explose totalement. Mais il finit quand même avec le record de France. Et ça, c'est quand même une très belle chose. 3,46,64. Il finit troisième de la course. Une course remportée par Laros, le Hollandais, qui lui a fait une course, il a pas du tout cherché le record du monde, il a couru à son allure, et il a ramassé les morts. Dans la dernière ligne droite, il a ramassé Abs, et il a ramassé Nuguz sur la ligne. Nuguz qui était au bout du rouleau, Abs qui était également au bout du rouleau, mais Nuguz, il a vraiment eu du mal à finir, et Laros en a profité pour le cueillir sur la ligne pour 1 centième.
Laros, je l'ai trouvé très très impressionnant sur la fin de course. Tu l'as dit. Alors, on a les temps de passage du 1500 mètres sur ce mile. C'est pour rappel, il fait 1609 mètres. Nugus, il passe en 3:30-37 au 1500 mètres. 3:31-16 pour Asdin Abs, mais là où c'est très surprenant, c'est les 3:32-10 de Niels Laros qui finit quasiment 2 secondes devant Nugus. Donc ça veut dire franchement qu'il a fait une course de fou. Les 150, les 160 derniers mètres sont stratosphériques. Il avait 2 secondes de retard sur Nugus et sur Abs, et ça finit à égalité avec Nugus, et il gagne avec 1 seconde d'avance sur Abs. Ça veut dire que ce Laros est très impressionnant, mais Abs, record de France, et un nouveau record de France, encore une fois de battu par Abs. Il a tenté le tout pour le tout. Moi, je le vois vraiment gagner des secondes s'il a la chance de recourir en Diamond League sur des meetings avec le Mice et avec cette concurrence-là. À noter que le lièvre, le Mexicain, il me semble, a été assez exceptionnel. Il a vraiment couru comme il fallait, et Nugus a bien accroché. Un dernier petit point sur ce mile qui me paraît aussi important de souligner, c'est Grant Fisher qu'on avait annoncé comme la star depuis cet hiver, qui avait battu le record du monde du 3000 et du 5000 en 12:44 à Boston en salle. Il est un peu à la rue, il a fait que 3:48 sur ce miles. Vous allez me dire, c'est un peu plus court que ce qu'il peut faire sur le 5000, mais quand même, je l'imaginais en 3:46 ou 3:45. Ouais, je pense que Grant Fisher, il a un peu un profil à la Béatrice Chebet, plus 3000, 5000, 10 000, et que ben les gars comme Nugus ou Abs, ils ont plus des profils, ben voilà, 1005 miles, un peu comme Kipiegon. Donc c'est difficile d'être bon sur toutes les distances. Fisher, on verra sur 5000 mètres, et il va toujours être performant, je pense. Et on va ensuite enchaîner un petit peu avec une autre Française qu'on attendait sur ce meeting Diamond League, c'est Alice Finot, qui avait fait sa rentrée à Charletti sur le 3000 mètres steeple, et qui avait eu un petit pépin, un petit accrochage sur une rivière qui lui avait coûté allez, peut-être 3, 4, 5 secondes. Et donc là, elle faisait sa deuxième course sur sa distance de prédilection, le 3000 mètres steeple, et elle finit 10e de la course en 9:09. Donc voilà, elle gagne 6 secondes par rapport à sa course de rentrée à Charletti. C'est quand même pas mal. On peut dire qu'elle a à peu près, je pense, le même niveau que ce qu'elle avait à Charletti s'il n'y avait pas eu ce petit cafouillage sur une rivière. Elle a un petit peu progressé. Elle est je pense, dans une période de travail aussi, hein. On est encore loin de Tokyo. Elle, je pense qu'elle est quand même, elle est sûre d'être présente à Tokyo, puisqu'elle a fait les minima. Et à mon avis, il y aura pas plus de 3 filles françaises qui vont faire les minima. Et en plus de ça, elle est certainement un peu protégée pour sa sélection par la Fédération française d'athlétisme, étant donné qu'elle a fini 4e des Jeux Olympiques. Donc voilà, elle a juste à se préparer pour être performante à Tokyo. Mais en tout cas, pour être performante à Tokyo, il va falloir finir devant les filles qui ont couru bien devant elle ce soir. Il y a eu notamment Yavi, qui est la championne olympique en titre, qui a gagné la course en 8:45, là où le record du monde est 8:44. On a failli avoir encore un record du monde sur le 3000 mètres steeple, encore sur une épreuve de demi-fond à Eugene, vraiment terre de demi-fond ce soir. Yavi a fait une course vraiment impressionnante. Elle est restée sagement derrière l'Ougandaise et l'Éthiopienne. Elle a suivi, et elle a mis une boîte pour finir la course. Je pense qu'elle croyait qu'elle était capable de faire 8:44 et de battre le record du monde. Et on voit qu'elle s'est arrachée dans le dernier tour pour aller chercher ce record du monde, mais elle échoue à 1 seconde, mais ça reste une perf exceptionnelle. Ouais, effectivement, elle avait déjà échoué l'année dernière à Rome sur cette tentative de record du monde. Elle avait échoué à 7 centièmes sur un 3000 mètres steeple. Rendez-vous compte, 7 centièmes, c'est rien, c'est presque un cassé sur un 3000 mètres steeple, ou un franchissement de barrière un tout petit peu mieux. Là, elle échoue à 9 dixièmes de ce record du monde, mais franchement, ça lui tend les bras. Ce qui lui manque, c'est peut-être encore plus de stimulation là sur les derniers mètres, mais franchement, c'est une très très grosse course pour elle. Et Alice Finot, il faut qu'elle s'inspire de ça. Il faut qu'elle arrive à accrocher le bon wagon. Je sais que c'est très dur d'accrocher les filles qui sont peut-être à un meilleur niveau, mais peut-être qu'il faudrait qu'une Alice Finot arrive à tenter ça, et peut-être s'accrocher un peu plus. À suivre en tout cas sur les prochaines Diamond League, et certainement au championnat de France élite. Anaïs Bourgoin, pour moi, c'est encore une fois la fille qui fait briller l'équipe de France, franchement, en Diamond League. Alors oui, il y a Asdin Abs, il y a Alice Finot, évidemment qu'il y en a d'autres, mais Anaïs Bourgoin, c'est un peu la révélation de cette année, 4e encore une fois de ce 800 mètres en Diamond League. Pourquoi j'ai encore une fois? C'est parce que c'est
des très très belles courses qu'elle nous propose. Quatrième en 1,58,41. C'est la première européenne et ça c'est important de le souligner. Ça veut dire que quand même elle bat des filles comme Ricky qui a un très très gros palmarès sur le 800 mètres féminin depuis pas mal d'années. Donc elle se permet de prendre le scalp un peu de Ricky. J'ai trouvé ça très intéressant. Et on attendait aussi le retour de Hatingmu, une des plus belles foulées de l'athlétisme d'après Alex. Et franchement, elle a flopé 2,03,44 et je pense vraiment qu'il faut qu'elle se remette aux 400 mètres avant de repasser aux 800. Mais très vite pour vous dire qu'Anaïs Bourgois, encore une fois, très très présente aux avant-postes avec les Africaines. Ça se gagne en 1,57,10 par Duguma, l'Éthiopienne. Mais cette course-là, pour moi, Anaïs, très très forte au contact. J'ai hâte de la retrouver encore une fois jusqu'au monde. Ouais, elle s'est fait un petit peu enfermer, un petit peu Ouais. à plusieurs reprises. Donc franchement, c'était une course un peu plus brouillonne pour elle, mais le chrono reste là. Elle arrive à s'extirper du peloton et finir quatrième. Très très intéressant cette course remportée par l'Éthiopienne Duguma, une 57-10 qui confirme qu'elle est vraiment peut-être la leader de la discipline en ce moment parce que elle est assez impressionnante. Voilà, on a parlé des trois Français. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas comment dire, on est représenté que sur le demi-fond. C'est dommage qu'on n'ait pas de représentants en sprint ou dans les concours. Alors sur cette étape à Eugene, il y avait quand même Renaud Lavillenie, on va en parler un petit peu, qui était dans un concours hors Diamond League, qui Renaud malheureusement pour lui, il a fait zéro soit à la perche, première barre 5,60 m, il a pas passé. C'était un concours qui était donc hors Diamond League, remporté par Duplantis, bien évidemment, avec un saut à 6 mètres, puis 3 échecs à 6 mètres 29, tentative de record du monde quand même, encore une fois. Mais c'était un petit peu vain, je pense, ces tentatives de record du monde, parce que les conditions m'avaient pas l'air terribles à Eugene hier soir, parce que déjà, Renault fait 0 à 5 mètres 60, donc ça peut arriver. Et surtout, le deuxième du meeting, c'est Sam Kendricks qui fait 5 mètres 80. Ensuite, il y a un autre Américain qui fait 5 mètres 80 et après, ça passe à 5 mètres 60. En général, quand tout le monde se rate, c'est que les conditions sont pas terribles. On en a parlé, il y a eu du vent de face pour le sprint, du vent de dos en début de meeting. Je pense qu'ils ont vraiment galéré avec le vent, les perchistes, et on le sait, le vent est l'ennemi numéro un du perchiste. Donc voilà, Renault 0, mais ce n'est que partie remise pour lui. Duplantis 6 mètres quand même, hein, dans des conditions difficiles. Il fait encore un énième saut à plus de 6 mètres. Donc ça, c'est impressionnant. Ouais, très très fort. Celui qui a été très très fort aussi, c'est Kinchem Thompson. On l'attendait avec grande impatience parce qu'on se disait que après ses 9,75 aux sélections jamaïcaines, il pouvait encore nous faire rêver sur le sprint court, sur le 100 mètres. Ça s'est passé quasiment en fin de programme. Et Kinchem Thompson, très facilement, il a assumé son statut de patron à l'heure actuelle pour la saison 2025. 9,85. Il n'a pas eu véritablement de concurrents. J'ai trouvé un départ un peu poussif, honnêtement, sur les 10-15 premiers mètres et après, ça s'est emballé. C'était réglé au bout de 20 mètres. Impossible de rattraper Kinchem Thompson, le Jamaïcain. Il est en train vraiment d'exploser cette année. Je vois pas qui peut aller le chercher à part un Noah Lyles, honnêtement, ou peut-être un Ben Arek parce que j'y crois fortement sur ce que peut faire Ben Arek face à Thompson et la concurrence. Zarniel Hughes, l'anglais qui finit deuxième en 9,80, c'est une très belle performance pour lui. Et Bromel, on attendait un peu ce défi-là, cette battle entre Thompson et Bromel, l'américain. Un peu déçu quand même en 9,94. Le vent plus 0,4, donc c'était quand même des conditions qui étaient presque idéales sur le sprint court. Kishem Thompson, 9,85, il est présent cette année, ça c'est sûr. Ouais, à surveiller quand même Zarnel Hughes parce que 9,91 pour lui qui est plutôt un coureur de 200 mètres, c'est quand même très bien sur le 100 mètres. On le voit, il fait un gros retour pour venir cueillir Trayvon Bromel juste avant la ligne d'arrivée. Donc Zarnel Hughes, vitesse lancée très impressionnante, donc à suivre cet été sur ce qu'il va faire sur la suite, et notamment sur 200 mètres. Il y a la course qui a inauguré, en tout cas la prise d'antenne sur le live 1 de la chaîne L'équipe, c'était le 400 mètres haies. On l'attendait un peu avec impatience, notamment on avait dit que Ray Benjamin était très attendu à domicile, là où il avait été vice-champion du monde en 2022 à Eugene, derrière Dos Santos. Donc je pense qu'il voulait se venger chez lui à Eugene et battre Dos Santos.
Et ben bis repetita, finalement c'est Dos Santos qui a sorti une course de patron, qui fait son season best 46,65 et qui coiffe sur le poteau Ray Benjamin en 46,71. On parle là de deux perfs, 46,65 et 46,71, qu'il ne faut surtout pas banaliser. Ces deux perfs qui sont en dessous de l'ancien record de Kevin Young qui a tenu des années et des années. Et maintenant, Dos Santos, Benjamin et même Warholm de temps en temps s'amusent à défoncer ces chronos-là. C'est un truc de fou, je trouve. Deux athlètes qui se tiennent vraiment en 6 centièmes là, mais autour de 46,6 et 46,7 quoi. C'est fou, c'est fou. Non, pour prédire qui va être champion du monde à Tokyo en septembre prochain, c'est clairement impossible. Ces mecs-là, ce trio de tête exceptionnel, on rajoute Warholm à Benjamin Ray et à Alisson Dos Santos. Franchement, on a un Norvégien, un Américain et un Brésilien sur une épreuve du 400 mètres qui a été dominée très très souvent par des Américains, et franchement là on est en train d'assister à un des plus beaux trios, j'ai envie de dire, je sais pas comment on peut appeler ça, un trio de l'histoire en tout cas de notre sport, et il faut vraiment qu'on s'y intéresse plus parce que c'est, et je le répète, c'est assez exceptionnel ce qui se passe là à l'heure actuelle. Très très hâte de voir courir ces garçons-là. On attendait aussi Leslie Tebogo sur le 200 mètres, le chouchou de Alex. Franchement, il s'est pas trompé. Moi, j'avais dit Ben Arek, il pouvait peut-être le défoncer, ça allait être une branlée. C'est les mots que j'avais dit. Ben Arek déclare forfait la veille, malheureusement, une petite blessure, une grippe, je sais plus ce qu'il nous a annoncé sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il était vraiment blessé, mais en tout cas, Tebogo, franchement, une victoire de patron. Alex, il a dû se régaler. Ah, franchement, je vais pas te le cacher, je me suis régalé. Il a pris un départ de feu, Tebogo. Je me suis dit, ça y est, on a retrouvé Tebogo. Il fait un virage monstrueux, sortie de virage, il est au contact avec les autres, mais on sait qu'avec son relâchement, il va être capable de l'appuyer dans le sol plus que les autres et d'avoir cette foulée qui le caractérise là et qui fait qu'il vole sur la piste dans la deuxième ligne droite. Et c'est exactement ce qu'on a vu. C'est même permis un petit peu de relâcher sur la fin. Il gagne en 19,76. C'est la meilleure performance mondiale de l'année. Tu l'as dit, Bednarek a déclaré forfait hier. Petite gêne musculaire. Petite précaution, il disait, surtout que lui, il n'est pas qualifié encore pour Tokyo. C'est pas comme Tebogo qui lui est star dans son pays, Botswana, il sera qualifié quoi qu'il arrive. Lui, Bednarek, il a les trials à faire très prochainement et il faut pas qu'il se rate parce qu'il y a de la concurrence aux États-Unis. On l'a vu, là, il y avait d'autres Américains, notamment le deuxième de la course, Lindsay, qui fait un gros chrono aussi sous les 19,90. Donc Bednarek, il a eu raison, je pense, de se préserver. Je pense pas qu'il a eu peur, c'est pas son caractère, mais en tout cas, il a bien vu et bien reçu le message de Tebogo qui a annoncé à la fin de la course, on l'a vu, là, il a croisé les bras, il a regardé sereinement devant lui et il a dit, fait comprendre à tout le monde qu'il était de retour, que ces gènes musculaires dont il nous avait parlé en début de saison, à mon avis, elles ont disparu. Il a pris le temps de se reconstruire un petit peu et que là, on va voir les chronos descendre tranquillement. Et je crois que lui aussi, il sera à Monaco la semaine prochaine et qu'on va avoir le droit peut-être à un show Tebogo à Monaco. Et ça va être cool. Ouais, il adore Monaco, et il avait déjà dit que pour lui la France et surtout Monaco c'était vraiment son deuxième pays, donc j'ai vraiment hâte de le retrouver là-bas, et j'espère que les conditions vont être exceptionnelles comme à Eugene, parce que le vent là était parfait, plus 0,7 sur cette course-là, avec quand même trois coureurs en moins de 20 secondes, donc ça aussi c'est important de le souligner. On passe à la longueur féminine, c'était là aussi un très gros concours ce meeting-là, franchement, et nous a réservé de très très belles perfs avec deux filles au saut en longueur féminine, à plus de 7 mètres, Miambo, l'allemande, 7 mètres 01, qui a éclaté le concours assez rapidement, il me semble au troisième essai, mais Tara Davis au dernier saut avec une planche millimétrée réalise 7,07 m, meilleure performeuse mondiale de la saison, à égalité avec Miambo qui avait fait 7,07 m cet hiver. Le niveau de ces deux filles est exceptionnel. Miambo est tout le temps là, et la folie de Tahara Davis. Franchement, ça va nous faire des concours de fou tout au long de l'année. J'ai hâte déjà de les retrouver sur ces concours-là. Il y a 5 ans qui les séparent entre Miambo et Tahara Davis, mais on a l'impression que Miambo, ça fait 30 ans qu'on la connaît sur le circuit, alors que Tahara Davis, c'est la jeunesse et c'est la folie. Le vent là aussi était parfait, plus 1,8 pour Malaika Miambo et plus 1,9 pour Tahara Davis. Les conditions étaient exceptionnel. C'est un concours quand même de très très bon niveau avec deux filles à plus de 7 mètres, hein. C'est Ouais. solide.
Ouais, c'est quand même assez rare pour le noter, pour le signifier. Donc on va suivre le reste de la saison et à mon avis, elles vont vouloir se répondre l'une à l'autre. Ça va être sympa à suivre. On va finir un peu ce podcast par et on va parler un petit peu de lancer parce que franchement, il s'est passé des dingueries en lancer du côté de Eugene. On va commencer par la 30e victoire consécutive de Valérie Allman au disque. Elle est inarrêtable. Personne ne peut la battre. 70 mètres 68. Encore une perf à plus de 70 mètres. C'est assez impressionnant. Elle a fait d'autres jets à 69 mètres, plusieurs jets à 69 mètres. Voilà, elle est carrément imbattable. On espère pour elle que ça va perdurer jusqu'à Tokyo et qu'elle va encore gagner un titre. Donc ça c'était sur le disque féminin. Il y a eu des performances de fou sur le poids masculin également, avec 5 mecs à plus de 22 mètres. C'est quand même assez rare aussi pour le faire remarquer. Victoire de Joe Kovacs, l'américain, avec 22 mètres 45. Donc voilà, 5 mecs à plus de 22 mètres chez les garçons. Chez les filles, au lancer de poids, on vous avait prévenu dans le preview que le lancer de poids féminin allait être en ébullition. Pareil, 5 filles à plus de 20 mètres. Du quasiment jamais vu, je crois, en tout cas sans dopage. Victoire de Chase Jackson, l'américaine, à domicile, gagne avec 20 mètres 94. Elle avait fait 20 mètres 95 la semaine dernière, donc elle est tout proche de son record personnel et donc de sa meilleure performance mondiale de la saison. Et il y a eu des concours hors Diamond League qui ont été incroyables, avec notamment le lancer de marteau masculin, avec un fabuleux Rudy Winkler, l'américain, à domicile, qui bat le record, son record personnel, qui bat le record des États-Unis, le record de la Diamond League, la meilleure performance mondiale de l'année, 83 mètres 16. Et en plus de ça, il s'offre le scalp de Ethan Katzberg, le Canadien champion olympique, qui a lancé à 81 mètres 73. Donc, performance de fou sur le marteau masculin. Et sur le marteau féminin, il y a eu des très belles performances aussi avec une Canadienne, Cameron Rogers, qui gagne avec 78 mètres 88. C'est le record de la Diamond League. C'est le record national du Canada. Franchement, si on était lanceur, il fallait être à Eugene parce que dans tous les lancers qui ont eu lieu, il y a eu des perfs de dingue. Ouais, de toute Et façon, j'oubliais même de parler de Alekna effectivement. au lancer de disque qui a lancé à plus de 70 mètres. Si je dis pas de bêtises, je vous retrouve la perf tout de suite, qui a lancé 70 mètres 97. Donc waouh, c'était vraiment le meeting des lancers. En plus de toutes ces courses de demi-fond, de toutes ces courses de sprint, franchement, c'était un meeting à suivre. On vous l'avait annoncé dans le preview et on est super content de l'avoir suivi avec vous et de le partager avec vous. Franchement, ce meeting, il est assez exceptionnel. Nous, on est très chauvin. On a adoré Charletti, on va adorer Monaco. Mais là, franchement, la barre était très, très haute. Deux infos un peu business, j'ai envie de vous dire, avant de clôturer ce podcast. Aujourd'hui, enfin hier, à Eugene, il y avait 4 épreuves Diamond League plus. Qu'est-ce que c'est? On l'a très peu vu là sur les dernières Diamond League, mais à Eugene, à Monaco et à Londres, on vous en parlera. À Eugene, le 800 mètres féminin, le disque féminin, le 100 mètres masculin et le miles masculin sont doublés en termes de primes. Ça veut dire qu'on passe de 10 000 à 20 000 dollars pour les champions de la journée. C'est assez exceptionnel de le souligner parce que ça veut dire qu'à chaque Diamond League qu'on va pouvoir vous suivre et vous décrypter, ben, il y aura des épreuves comme ça où les épreuves vont être doublées. Ça veut dire que Valérie Allman a gagné 20 000 dollars sur 6 lancers de disques, en plus de ce qu'elle va gagner avec des sponsors, ce qu'elle peut gagner si elle bat un record au disque féminine, elle a fait 20 000 dollars de gains. Donc ça, c'est super intéressant de le souligner. Et la deuxième petite parenthèse sur le business, c'est Nike. Nike, on vous l'a dit, Nike, c'est l'Oregon. C'est là où s'est passé Eugene, la Diamond League hier soir. Nike, ils nous en ont mis plein les yeux. Tout avait été fait pour qu'on voit du Nike de partout, ou presque. On a vu quelques lièvres qui n'étaient pas de chez Nike, mais c'était assez rare. Mais au-delà de ça, tous les athlètes aux avant-postes, ils étaient Nike. À croire qu'on n'a pas invité Adidas, Puma ou New Balance. Bon, peut-être que Cinéma Gloggin, qui était invité quand même sur 400, a marqué les esprits avec New Balance. Ouais, mais franchement, les athlètes principaux dont on a parlé là et tous ceux qui ont brillé, à commencer par Kipyegon, Chebet, elles sont Nike, mais aussi il y avait Jefferson sur le sprint qui a gagné, Yavi sur le 3000 mètres steeple, Laros sur le mile, Kishen Thompson il est Nike aussi sur le 100 mètres, Tara Davis, Djokovic, Chase Jackson, Valerie Allman, même Tebogo, tous les athlètes quasiment qui ont gagné les concours et les courses de cette Diamond League à Eugene sont des athlètes Nike. Et ça, à mon avis, Nike doivent être contents. Et pour moi, le grand gagnant de ce meeting,
c'est la marque Nike et ils ont mis les petits plats dans les grands pour que les athlètes fassent des grosses performances. 2 records du monde par des athlètes Nike, juste après la pub à l'international qui a été faite avec le Breaking 4. Franchement, voilà, même moi aujourd'hui, je porte du Nike. Écoutez, bon, je crois que Nike est le grand gagnant. Les athlètes sont également gagnants. C'était vraiment un meeting de fou. On a hâte de retrouver la suite de la saison et on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ça sera à Monaco le 11 juillet, donc c'est la semaine prochaine. Donc tenez-vous bien, restez bien connectés. On va essayer de vous faire des petits podcasts focus sur plusieurs épreuves de ce meeting de Monaco parce que à mon avis, il y a des courses qui vont valoir le détour. On va être au niveau de la mer. Pour le sprint, ça va pas être forcément terrible et encore, ça peut aller vite. Mais pour le demi-fond, Monaco, on le sait, ça va être des dingueries et ils se préparent. Allez, je vous spoil un petit peu. Ils se préparent à un 800 mètres de toute beauté. On en parlera dans un très prochain podcast. D'ici là, restez bien connectés les amis. À très très bientôt. À bientôt.